Histoire d'Histoire vous embarque aujourd'hui pour l'îlot Fraissinet. Un îlot méconnu, autrefois stratégique pour la Nouvelle-Calédonie et pour la santé des Calédoniens. Entre 1879 et 1956, l'îlot a accueilli un lazaret, un établissement de quarantaine sanitaire. Nous revenons sur les lieux avec Philippe Milot, descendant du dernier gardien de l'îlot Fraissinet. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode d'Histoire d'Histoire. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Nouméa, en face de Ducos et plus particulièrement sur l'îlot Fraissinet. Pour en parler avec nous, nous avons aujourd'hui Philippe Milot. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités là où mon père est né, entre guillemets, à quelques jours près. Donc vous êtes descendant d'une personne qui a travaillé sur cet îlot ? Voilà, descendant du dernier gardien de l'îlot de 1910 à 1936. Donc si vous voulez bien, on va revenir un petit peu plus tard sur l'histoire de votre famille ici sur l'îlot. Mais tout d'abord, quelle était la fonction de l'îlot Fraissinet ? Alors, Fraissinet est un lazaret. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, la loi de 1822 vise à protéger le territoire français de l'invasion des épidémies. Et tout de suite vont être créés des lazarets, des quarantaines, pour faire exactement ce que fait le phytosanitaire actuellement à la Tontouta, recevoir les passagers entrants, surtout ceux qui sont malades. À ce moment-là, ils restent dans un lazaret qui est un lieu d'incarcération. C'est une prison. Et donc l'îlot est en soi une prison. On est déjà isolé de Nouméa, on est à l'entrée de la passe. Est-ce que c'est bien pour ça que cet îlot a été choisi ? Absolument, pour cette raison, et puis aussi pour une raison par rapport aux bateaux qui arrivaient, puisque l'îlot donne un bon mouillage aux bateaux qui arrivaient. Mais c'est vrai que c'est le seul lazaret de France qui ne ressemble pas à un lazaret tel qu'on peut les trouver en France, qui sont vraiment des prisons avec des murs. Ici, le seul mur que l'on a, c'est la mer. Donc là, on a parlé des personnes qui arrivaient en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que les personnes qui en sortaient, il y avait aussi une quarantaine ? Absolument, une quarantaine dans les deux sens, à l'aller et puis au départ. Mais aussi, il y avait, le lazaret servait comme quarantaine aux maladies qui auraient été déclarées à Nouméa, par exemple, lorsqu'il y a eu la peste plusieurs fois. Des personnes sont restées sur Nouméa, sur leur lieu de vie, mais d'autres sont venues à Fraissinet. Vous avez dit que l'îlot était un lieu d'incarcération. Est-ce que je comprends bien que ça ne concerne que les hommes ? Les animaux qui arrivaient en Nouvelle-Calédonie, on parlait tout à l'heure du phytosanitaire, ils ne sont pas concernés. Est-ce qu'ils sont arrêtés ici également ? Alors ça concerne les hommes, les animaux et le matériel, la quarantaine. Sauf que la quarantaine des animaux, elle était, il me semble, dans la baie de Saint-Vincent et ensuite elle a été placée à Ducos. Oui. Et ici, on traitait d'abord les hommes et le matériel entrant et le matériel des personnes. Puis très vite, le matériel a été traité directement au port de Nouméa. On est accueilli par l'actuel gardien de Fraissinet. J'espère qu'il va nous laisser tranquille. Concrètement, comment ça se passait quand un bateau arrivait de l'extérieur et voulait rentrer dans Nouméa avec ses passagers ? Alors, il y avait un médecin raisonneur qui allait au-devant du navire et qui regardait les papiers, le passeport du bateau. Il regardait si dans le livre il y avait eu des malades, etc. Et il donnait la marche à suivre. Soit le bateau était franc, et à ce moment-là, il pouvait atterrir en Nouvelle-Calédonie, soit certaines personnes ou toutes les personnes devaient descendre. En ce qui concerne les personnes immigrées qui étaient immigrées pour le travail, principalement par exemple les Tonkinois, les Javanais, ils descendaient et ils étaient gérés sur Fraissinet. C'était un passage obligatoire, la quarantaine, pour les travailleurs engagés. C'est bien ça ? Voilà, pour les Tonkinois et les coulis. D'ailleurs, il y a 2 hangars qui s'appellent les hangars des coulis et qui recevaient 120 personnes environ. Alors, on dit une quarantaine, c'est pas tout à fait 40 jours. Quelle était la durée de passage dans l'île ? Il me semble que la durée moyenne tournait autour de 10 jours.
mais il faut savoir qu'il pouvait y avoir jusqu'à 800-900 personnes en même temps sur l'île. L'île est minuscule et pourtant il y avait donc 800-900 personnes pendant 10 jours qu'il fallait recevoir, loger, nourrir. L'îlot a l'air minuscule. Est-ce que vous avez une idée de la superficie? L'îlot est minuscule, il fait moins que 2 fois la surface de la place des Cocotiers, mais il avait la chance d'avoir une minuscule plaine où étaient placées des cases et peut-être et certainement des tentes pour recevoir pendant un court moment un grand nombre de personnes. Alors là, on a quelque chose d'assez spécial. C'est une pomme cannelle, mais ce pied de pomme cannelle est descendant des pieds de pomme cannelle que mon père a connus lorsqu'il était en 1920-1930 sur l'île. Il y en a partout, c'est le seul arbre fruitier qui a résisté sur l'île. Concrètement, le bateau arrivé là? Le bateau arrivait ici sur le wharf que l'on voit par là et était acheminé vers le centre de désinfection. D'accord. Et il y a encore des restes de ce centre de désinfection? Alors c'est très bien parce que justement en arrivant à Fraissinet, c'est le reste, c'est la chose la plus voyante, c'est l'autoclave de désinfection. On va voir? On va la voir. C'est une belle bête ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc c'est une autoclave. Voilà, on ouvrait. Il y avait un chariot qui se déplaçait. On lui mettait un support, une table ici. Le chariot sortait complètement. On pouvait mettre des matelas. On pouvait mettre surtout le linge des personnes qui arrivaient pour pouvoir le désinfecter. Quel est le principe de l'autoclave? Eh bien, une énorme marmite à pression qui amène de la vapeur à 130 degrés et qui permettait de désinfecter le matériel qui était placé en 15 minutes. On mettait à l'intérieur des vêtements, des matelas, tout ce qui appartenait aux personnes qui devaient rester sur l'îlot. Tout ou presque tout, c'est-à-dire que tout ce qui était cuir, c'est-à-dire les chaussures, chapeaux, ceintures, etc., aurait été esquinté par la vapeur et donc à ce moment-là, et le papier aussi, les lettres, à ce moment-là, elles étaient dans une chambre à soufrer, le seul bâtiment entièrement en briques de l'île. Alors, ils arrivaient en bateau, on leur retirait tous leurs effets, tous les effets passaient par la désinfection. Ensuite, où est-ce qu'ils étaient acheminés? Ensuite, eh bien, ils étaient orientés, normalement, si c'était des coulis, les travailleurs immigrés, eh bien, ils étaient orientés vers le hangar des coulis, ou alors, si c'était des visiteurs, des personnes en escale, ils étaient dirigés vers les bâtiments situés sur la partie est de l'île. Alors devant nous, on a une dalle qui recevait une citerne d'eau. Donc on peut s'imaginer que si la citerne était ici, la gouttière se trouvait à peu près là. Et puis ici, il y avait la véranda de 2 mètres. Et donc la maison commençait à peu près ici. Malheureusement, il n'y a plus rien. Donc là, c'était la deuxième citerne ronde. Hein, alors c'est une citerne parce qu'autour de la maison, il devait y en avoir, je ne sais pas, 6 ou 8. Et d'ailleurs, là, on remarque une petite place, je pense, qui devrait être là, l'ouverture de la citerne avec le robinet qui donnait ici. Il n'y avait pas d'eau sur l'île, il n'y avait pas d'adduction d'eau qui venait de la Tontouta. Et donc, eh bien, partout, il y avait des citernes d'eau. Donc là, on quitte la maison du gouverneur et la maison du vieux Thibault pour arriver à un des pavillons des malades
le premier pavillon sur la colline. Donc ici, à la pointe de Kumuru, il y avait dans la petite anse que l'on voit le cimetière de Freycinet. Il n'y a pas eu beaucoup de morts à Freycinet. Peut-être pas plus d'une dizaine, je pense. Oui. La pointe que l'on voit en regardant vers Nouméa, la petite pointe Bossu, la première, et la pointe d'Estelle. Et en haut de la pointe d'Estelle, il y avait donc un mât, et en haut de Freycinet, un autre mât et un fil téléphonique de 950 mètres qui passait d'un côté à l'autre. Alors, un fil téléphonique, il y a vraiment le téléphone sur l'îlot? Et oui, alors qu'il n'y avait qu'une centaine de personnes qui avaient le téléphone à Nouméa, Freycinet avait bien sûr son téléphone, c'était obligatoire pour pouvoir communiquer. C'était un point principal, c'était le point, la porte d'entrée de Nouméa. Là, il y a une plateforme. Oh, qu'il est beau! C'est une fleur à offrir à ta belle-mère, ça. C'est un datura et c'est mortel. Alors là, on voit un premier soubassement. Un soubassement, c'est le soubassement, il me semble, de la maison des longues quarantaines. On voit un soubassement qui est aéré, hein, il y a un vide sanitaire dessous, mais aussi un très grand toit qui permet de recueillir de l'eau dans les citernes qui sont adjacentes. Combien de personnes dedans? Difficile à dire, peut-être une vingtaine. Là, Emmanuel, nous sommes en plein milieu d'un champ de pommes cannelle. Bien sûr, un champ de pommes cannelle qui a envahi une des maisons de l'île, qui est la maison du docteur. D'accord. La maison du docteur était placée là. Au moins 2 salles principales, et puis sur l'arrière, on avait 3 petites pièces sur la droite. Donc c'était les dépendances. Eh bien, si tu le regardes, si tu le vois bien, tu t'apercevras que la maison, elle continue ici. C'est simplement les cailloux qui ont descendu la falaise et qui ont comblé là. Mais donc la maison était assez grande là. Oui. Elle devait faire à l'intérieur 8 mètres par 8 environ. Le médecin, il était là temporairement quand il y avait des malades. Il ne vivait pas là avec sa famille forcément. Oui, il habitait à Nouméa et il résidait là quand il y avait une quarantaine. Et il y avait aussi bien sûr des gardes sanitaires et des infirmiers ou des infirmières qui étaient avec lui. On monte, mais on ne sait toujours pas où logent les malades. Est-ce qu'ils sont finalement en haut? Alors les malades, ils étaient partout sur l'île. Hein. Ils étaient sur la plateforme près de la mer. Ils étaient dans les maisons que l'on a vues, donc la maison de la grande quarantaine et les maisons qui étaient adjacentes. Et puis, on avait encore des malades au-dessus de la maison du médecin qui était le pavillon des isolés. Alors là, nous passons par le chemin des écoliers, certainement un chemin que mon père a dû faire et on trouverait peut-être ses traces dans les cailloux, dans les trous des cailloux. Et par ici, nous allons arriver au point culminant de l'île. Est-ce que c'est par là que passait le fameux câble téléphonique dont on parlait tout à l'heure? Eh bien, il est juste devant toi. Ah bon? Ça, c'est la base. C'est le morceau de ferraille dans un bloc en ciment qui permettait de tenir le poteau. Là, on voit certainement qu'il devait y avoir 2 morceaux de bois avec un au milieu, comme la plupart des poteaux. Et d'ailleurs, on a ici le point trigonométrique, le point le plus haut de l'île. Donc la citerne est placée juste à côté du pavillon des isolés, les malades les plus graves, peut-être aussi parfois en fin de vie, qui étaient donc placés ici. Et quand on regarde, c'est le point culminant de l'île, on a une vue à... Là, c'est du 360 degrés sur la chaîne, sur la mer, partout. Ils avaient du bon air frais pour pouvoir respirer. C'est aéré. La vue, ce sont des conditions d'incarcération tout de même assez agréables. Alors, on parlait d'incarcération en milieu du 19e siècle, hein, mais après
Pasteur, et après toutes les découvertes qui ont été faites, on savait d'où venaient ces maladies. Donc, ces constructions ont certainement été édifiées à la fin du 19e siècle. D'accord. Donc Et- on n'avait plus des prisonniers, on avait vraiment des malades On avait des dont malades. il fallait prendre soin. On avait des malades. D'accord. Philippe, vous connaissez vraiment bien l'histoire de cet îlot. C'est parce que, on le rappelle, votre grand-père a travaillé ici et votre propre père est bien né sur cet îlot, n'est-ce pas? Oui, mon grand-père a eu 12 enfants, dont 9 sont nés sur l'îlot. Il est gendarme en Calédonie, puis il prend sa retraite de gendarme. Et dans les années 1900, il devient policier. Et avec sa seconde femme, la première il avait eu 2 enfants, avec sa seconde femme, il demande à être le gardien donc, de Fraissinet, de 1910 à 1936. Et donc bien mon père a vécu jusqu'à ses 20 ans sur l'îlot. Votre père a évoqué avec vous ses souvenirs d'enfance sur l'îlot. À quoi ça ressemblait de vivre sur un îlot coupé du monde? Pour mon père, il n'y a qu'un seul mot. Fraissinet, c'était un paradis. Pour lui, c'était un paradis, quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut s'imaginer une famille vivant au milieu d'un hôpital-prison. Une famille de 12 enfants. Et pourtant, pour ces enfants, c'était le paradis. Quand il n'y avait pas de quarantaine, eh bien, ils avaient l'îlot à eux tout seuls. Il y avait aussi bien sûr la mer. Et donc, eh bien, Fraissinet, c'est leur scolarité, par exemple. Il y avait une école? Alors, l'école avait été rendue obligatoire, mais on s'est aperçu tout de suite qu'en Nouvelle-Calédonie, c'était impossible de mettre des écoles partout. Donc, il laissait les personnes qui voulaient faire l'école jusqu'à ce que l'enfant ait 9 ans. Mais alors, qui leur donnait des cours? Eh bien, c'était à ce moment-là le père Milo, Émile, le gardien du Lazaret, qui prenait en charge l'école. C'était l'instruction publique qui fournissait. Là-bas, il y a tant d'élèves, alors mon père venait avec les résultats, voilà, alors bon, alors on lui donnait les marches à suivre, on avait la méthode Néel pour apprendre à lire, et puis tout le monde rigolait, mais pendant ce temps-là, on avançait. Quand je suis arrivé à l'école, moi, le théorème de Pythagore, quand j'avais 10 ans, je connaissais le théorème de Pythagore. Comment ça se passait pour l'alimentation? Est-ce qu'il avait planté des choses sur place? Pour la famille, pour les malades, l'alimentation venait directement de Nouméa. Hein, elle venait avec des critères bien précis d'ailleurs. C'était les rations de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire il y avait les 300 grammes de viande, les 300 grammes de pain, les 5 grammes de thé, 15 grammes de sucre. Tout ça, c'était tous les matins, fallait faire. Le grand-père n'était que gardien, il avait une solde de gardien et il fallait nourrir une bonne douzaine d'enfants. Et donc, l'île était devenue un garde-manger. L'île était couverte de plantes à manger. Il y avait aussi de la vigne. À un moment, mon grand-père a tenté, lui qui était bourguignon, il a tenté, puisque ça se faisait en Nouvelle-Calédonie, il y avait eu beaucoup d'essais qui avaient été faits à la fois à Saint-Louis, à l'île des Pins, et il avait essayé pendant 2 ans, il a fait du vin. Ça s'est soldé par un échec par la suite. Mais alors, comment ça se passait pendant les quarantaines pour ces enfants? Eh bien là, le paradis devenait un paradis en vase clos. C'est-à-dire que la maison, il y avait une barrière tout autour, interdiction aux enfants de sortir. Les gosses sont restés à la maison, mais la maison était entourée, on n'avait pas le droit d'aller pendant qu'il y avait des gens qui étaient là, et puis et on était toujours chaussés, habillés, capeline, avec les monts jusqu'ici pour ne pas attraper les maladies. Toutes ces informations historiques, elles vous viennent en partie de votre père, mais je pense pas seulement.
En réalité, elles ont été recueillies par mon frère Yves. Et il a fallu qu'on recherche, mon épouse et moi, qu'on fasse des recherches aux archives de Nouméa, mais sur Internet aussi, pour pouvoir mettre du sens et répondre à nos questions. À nos questions, c'est savoir quand a été établi le lazaret, quand ont été les premiers quarantenaires, comment était la vie de mon père. Et pour ça, eh bien, il fallait savoir comment était la vie à ce moment-là à Nouméa. Et donc on s'est replongé pendant près de 3 mois dans la tête de mon grand-père. Ça rend fier un travail comme ça? C'est pas tellement la fierté, c'est plutôt de boucher des trous dans la mémoire, de savoir, en Nouvelle-Calédonie, on ne sait pas qui était notre grand-père, notre grand-mère. Savoir que par exemple, mon grand-père d'un côté, le père de mon père était gendarme, la mère de ma mère était fille de bagnard. Ah oui. Donc, belle rencontre. Cette rencontre, mais comme tu le sais, ces rencontres-là, on n'en parle pas en Nouvelle-Calédonie, ni de l'un ni de l'autre. Je pense que ça a été un réel enrichissement, je pense, pour toute la famille. Et puis en plus, maintenant, ce livre, il est également disponible pour l'ensemble des Calédoniens pour découvrir cette histoire. Alors ça, c'est sûr, parce que lorsqu'on passe à côté de Fraissinet, personne ne sait ce qu'a contenu ce petit bout de terre. Et tout le monde est absolument étonné quand on dit qu'il y avait jusqu'à 900 personnes qui vivaient là-dessus. Tout le monde est absolument étonné de savoir que c'était la porte de Nouméa. Il fallait obligatoirement passer par la quarantaine pour rentrer et pour sortir de la Nouvelle-Calédonie. Et on a souvent parlé du bagne, on a souvent parlé de l'hôpital, du phare Amédée, de la mine, de Terrain-Bas. Mais là, c'est une fonction essentielle. Il fallait sauvegarder des épidémies la Nouvelle-Calédonie, et Fraissinet a été vraiment un vrai rempart. Philippe, qu'est-ce que vous ressentez en revenant ici? En revenant ici, je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas revenir. Fraissinet, je l'ai tous les jours devant moi, du haut de ma montagne. Et Fraissinet, pour moi, ce ne sont pas les murs, ce sont pas les malades, ce n'est pas la quarantaine. Pour moi, c'est mon père, simplement. Et mon père, c'est Fraissinet. L'histoire de l'îlot Fraissinet ne s'arrête pas avec la fin de la carrière de votre grand-père. Que devient cet îlot après? Eh bien, il va être réquisitionné pour mettre des prisonniers pétinistes, et puis même une prisonnière japonaise, la seule prisonnière japonaise. Il restera 11 jours, et pendant qu'ils seront sur Fraissinet, 5 enfants nés sur Fraissinet, 5 enfants Milo, seront sur les champs de bataille. Un y restera, l'autre disparaîtra quelque temps après. Et le dernier a été l'un des derniers survivants. Charles Milo est mort il y a 2 ans, il me semble, à 101 années. Ah oui. Bon, bah, ainsi s'achève l'histoire des Milo sur l'îlot Fraissinet. Merci beaucoup Philippe, déjà de toutes vos recherches, et puis d'avoir bien voulu revenir une dernière fois avec nous sur l'îlot et de transmettre toute votre connaissance aux téléspectateurs. Merci Emmanuel, je ne voulais pas y revenir, mais le soleil était de la partie et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu expliquer un petit peu ce qui se passait sur cet îlot. Ainsi s'achève ce numéro d'Histoire d'Histoire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour partager avec nous vos histoires. Je vous dis à la prochaine.